Alors, quels outils pour estimer les débits écologiques? Moi, je vais me concentrer mon intervention parce qu'après mes collègues et mes collaborateurs prendront le relais, mais sur le diagnostic de territoire. Pourquoi je voulais, un peu, accentuer l'intervention là-dessus? C'est parce que souvent dans les études, volume prélevable ou études HMUC, c'est un volet qui pèche, auprès des bureaux d'études, alors que c'est un volet très important, notamment pour communiquer auprès des élus. Le diagnostic de territoire, en fait, son objectif, c'est un moyen de croiser notamment les enjeux entre l'ensemble des volets. Et en fait, le territoire, ça va être votre terrain de jeu, entre guillemets, qui va être commun à tous les volets. C'est le territoire qui les relie. Donc, il est important que le diagnostic il permette de croiser les enjeux de chaque volet au niveau d'unités géographiques pertinentes. C'est important de choisir ces unités pertinentes d'études pour notamment rendre compte des disparités naturelles, des disparités anthropiques, de pression notamment, et puis aussi des disparités malheureusement de données disponibles, puisqu'on on n'a pas forcément le même niveau de détail de données pour l'ensemble de nos parties de territoire. Donc, il y a un prérequis par rapport à ça quand on commence le volet milieu des études HMUC, c'est d'avoir déterminé des unités de gestion. Ça va être un peu le premier découpage qu'on va faire quand on attaque une étude HMUC, c'est choisir l'unité de base du territoire sur laquelle on va souhaiter mener une analyse et sur laquelle on souhaite à terme définir des volumes prélevables. Donc, quelque part derrière, il y a déjà l'anticipation d'une gestion volumétrique des volumes prélevés, des prélèvements. Voilà. Donc, le plus souvent, on est souvent dans des grands bassins versants de cours d'eau, donc on peut assez spontanément définir les unités de gestion, mais c'est pas toujours simple. Donc, c'est une première réflexion qui est à mener, hein, donc bien en amont du volet même milieu, même si on peut prendre en compte certains éléments du volet milieu, on prend aussi en compte des éléments des usages. Par exemple, s'il y a sur un grand territoire comme ça une gestion collective et de l'irrigation, à un hasard, un exemple parmi d'autres, on va plutôt découper l'unité de gestion sur ces habitudes-là de gestion collective. Voilà, donc il y a quand même pas mal de paramètres qui entrent en ligne de compte et qui doivent être discutés au sein du COPIL avant même d'avoir fixé ces délimitations. Et c'est sur ces unités de gestion qu'on va analyser le contexte écologique. Donc, c'est sur cette base qu'on va regarder l'hydromorphologie, la biologie, les habitats, la qualité de l'eau, etc. Alors, pourquoi aller plus loin que l'unité de gestion dans le volet milieu? C'est parce que ces unités de gestion, la plupart du temps, elles sont très hétérogènes sur le point de vue de l'écologie. On a l'amont de bassin versant, on peut avoir des zones de marais, on peut avoir une partie sédimentaire, une partie schisteuse, etc. Donc, on peut avoir une grande hétérogénéité et il va être nécessaire de découper en sous-bassins cette grande unité de territoire sur la base de certains critères dont je vais en détailler quelques-uns là dans les diapos qui suivent. Ces critères-là, il y a des critères d'état et puis il y a des critères de pression aussi qui sont derrière, parce que là, on voit taux d'étagement, il y a aussi des données de pression autres que l'hydrologie qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, il y a pas de limite dans l'utilisation de ces données. Il y a 3 petits points, mais j'aurais pu en mettre beaucoup plus et en mettre aussi ici. Toutes les données disponibles qui vous permettent d'orienter vos décisions, de choisir au mieux vos territoires homogènes seront utiles. Donc, je vais en présenter seulement quelques-unes et assez rapidement. Des incontournables, entre guillemets, pour délimiter vos territoires. Déjà, il y a les hydro-écorégions.
Donc ça, c'est une base en fait en matière d'écologie des cours d'eau. Ce sont des grands ensembles qui ont une géologie, un relief et un climat plus ou moins homogènes sur le territoire français. Donc on a des hydroécorégions de niveau 1 et des hydroécorégions de niveau 2. Sur le massif armoricain, on a 4 ou 5 hydroécorégions. Si on descend un peu en Pays de la Loire, on peut en avoir certaines autres. Ce sont en fait ces critères relief, climat, géologie, c'est des déterminants primaires en fait du fonctionnement des cours d'eau. Et donc, on a établi sur cette base d'hydroécorégion de niveau 2 des typologies de cours d'eau qui servent notamment de référence pour certains indices de la directive, indices biologiques de la directive CAS sur l'eau, comme l'IPR. Donc, c'est une base, c'est incontournable. Si jamais vous avez une unité de gestion dont on vient de parler tout à l'heure, qui est à cheval sur 2 hydroécorégions, vous serez obligé d'aller voir ce qui se passe d'un côté et ce qui se passe de l'autre. Il peut y avoir des disparités très importantes. Et à l'intérieur de ces fonctionnements un peu types, il y a encore un niveau de variabilité supplémentaire avec les nuances géologiques en fait, qu'on peut rencontrer sur le territoire. Donc ici, vous avez carte géologique avec, on voit par exemple sur certaines parties du Morbihan, l'amont de certaines masses d'eau qui est plutôt, ou même je parle de masses d'eau, mais l'amont de certaines unités de gestion serait sur granit, un peu avec des débits un peu plus soutenus, puis d'autres sur schiste. Donc on a des comportements très différents. Voilà, donc il faut aussi tenir compte de ça. Et je vous cite un exemple qui n'est pas en Bretagne, mais qui est en Sarthe-Aval. Ici, par exemple, vous avez la masse d'eau de la Vègre, avec l'amont qui est en partie schiste, et puis l'aval en partie sédimentaire, avec des usages différents d'un côté et de l'autre, des comportements de cours d'eau différents d'un côté et de l'autre. Donc là, par exemple, il est obligatoire de bien étudier chaque côté de cette unité de gestion. Même si, par exemple, au niveau prélèvement, ça peut être une entité relativement homogène avec des irrigants organisés, etc. Mais il faudra, pour l'étude des milieux, différencier les sous-parties, les sous-bassins homogènes. Pour la morphologie, je ne vais pas tout présenter. Il y a plein de données dans les SAGE et notamment dans les syndicats de bassins versants. Je vais rappeler quand même l'intérêt de CIRA, donc, qui est le système, le modèle qui est utilisé pour l'état des lieux d'usage, qui a quand même l'avantage d'être homogène, fournir des données un peu homogènes sur tout le territoire, avec sur 7 compartiments de physique des cours d'eau. Et là, j'ai présenté que 2, la variation de la profondeur et de la largeur. Donc là, CIRA va mesurer des probabilités d'altération de la profondeur et de la largeur des cours d'eau. Donc on est plus sur les pressions. C'est vraiment pour identifier les pressions sur la morphologie des cours d'eau. Alors là, on est à l'échelle masse d'eau, donc on a une zone homogène tout orange qui correspond par exemple ici en Loire-Atlantique à une forte probabilité d'altération de toute cette masse d'eau. On a aussi des données sur la structure de la rive, ici en Ille-et-Vilaine, pareil, à la masse d'eau, une rive plutôt probablement moyennement altérée dans cette partie, par exemple en jaune. Et là, on a des résultats. Après, quand on exploite bien CIRA, et tout est accessible gratuitement, on a des données au tronçon. Donc, vous pouvez aller beaucoup plus finement dans l'analyse de votre territoire sur les données CIRA. Et là, j'ai zoomé encore plus sur une masse d'eau, notamment la Quincampoix, donc en Ille-et-Vilaine. Et on a, par exemple, pour la structure de la rive, des renseignements sur la fiabilité aussi des résultats du modèle, etc. Donc, on voit, par exemple, l'amont de la tête de bassin versant semble altérée sur ce compartiment-là, structure de la rive, donc tout ce qui est répicile, qualité de la répicile, alors que on imagine peut-être plus en aval, un fond de vallée, peut-être plus encaissé,
avec moins d'activités agricoles et des milieux plus préservés au niveau de la ripisylve, hein. Donc voilà un peu déjà, on peut sortir des éléments. Ici, des fois, c'est l'inverse, des têtes de bassin versant plutôt préservées et puis des fonds de vallée, dégradés. Donc important d'avoir une photo de votre territoire avec des données locales. Donc là, par exemple, c'est la donnée Esther Laloire avec le recalibrage de cours d'eau. Donc, suite à des recherches dans les archives, ils ont retrouvé l'ensemble des cours d'eau qui ont été passés à la pelle mécanique dans les années 80. Et puis là, des prospections dans le cadre du réseau REH, donc réseau d'évaluation des habitats, données qui est souvent disponible dans les syndicats de bassin et qui ont souvent déjà été récupérés par les sages. Voilà, il se peut. La morphologie aussi, ce qui est déterminant et c'est incontournable, là, c'est le profil en long des drains principaux dans les unités de gestion que vous aurez délimitées. Ces profils en long, la qualité de l'image n'est pas très très bonne. C'est issu du guide CRECEB en ligne. C'est une illustration donc, sur l'isole. Ici, identifier des ruptures de pente. Alors, ces profils en long peuvent être établis, soit ils existent déjà, soit ils peuvent être établis à partir du modèle numérique de terrain, des données topographiques. Et puis ici, on identifie toutes les confluences. À quel moment tel affluent va confluer au niveau du profil en long du cours d'eau principal. Ça, c'est très important. Et à l'intérieur de ce profil en long, on peut décrire plus finement encore les habitats, notamment à l'échelle du tronçon, et sans aller jusqu'à l'habitat, mais plutôt aux faciès. Est-ce qu'on est sur des plats lents, des plats courants, la proportion de radiers, etc., qu'on va trouver et qui va varier. Ici, par exemple, on voit sur les lais, la proportion de radiers est plus importante que sur l'isole. Et on va comparer notamment ces faciès à ce qu'on va étudier au niveau des stations d'estimation des débits biologiques. On verra ça tout à l'heure. Il y a une chose aussi qui peut être faite et qui est intéressante, c'est de voir en fait sur les stations hydro la relation hauteur-débit, largeur-débit. Est-ce que sur votre cours d'eau, quand le débit double, comment évolue la largeur en fait? Et comment évolue la hauteur d'eau globale sur le site? Ça donne une idée aussi notamment de la réactivité des cours d'eau et de leur morpho. Est-ce qu'on est dans des types U calibrés, des morphologies simplifiées ou pas? Et donc, comment varie la hauteur d'eau avec les débits? Ça paraît pas forcément, c'est pas forcément toujours étudié, mais ça peut fournir des renseignements intéressants. Alors, au niveau des enjeux, évidemment, sur les unités de gestion, je ne vais même pas forcément beaucoup détailler, mais il y a tout ce qui est réservoir biologique identifié dans le SDAGE, donc des zones de reproduction, des zones préservées, des zones à enjeu. Et puis, tout ce qui est zone de frayère, ça peut être aussi les arrêtés frayères quand on en dispose dans les départements. Certains départements en ont beaucoup, d'autres peu. Les enjeux patrimoniaux, important de bien les représenter, de ne pas les oublier complètement. Donc, tout ce qui est aussi Natura 2000, zone de protection, enfin, directive oiseaux, directive habitat, sur certains sites liés au milieu aquatique, évidemment. Les données de pression, on pense forcément au référentiel des obstacles à l'écoulement, donc pour calculer des taux d'étagement, des taux de fractionnement. Pour les données piscicoles, important aussi d'aller observer les peuplements sur vos unités de gestion, leur répartition. Les indices IPR, c'est une chose, là on les voit, ils sont représentés, mais ils ne vont pas forcément renseigner directement sur le lien avec les débits. Et ils ne vont pas forcément vous renseigner non plus sur les espèces présentes ou absentes, ni leur abondance. Donc, il est important, quand vous ferez votre diagnostic de territoire, de descendre à l'échelle infra et d'observer les espèces présentes en diversité et en abondance.
et de voir éventuellement l'évolution au cours du temps de ces indices-là, enfin de ces métriques-là. Il y a aussi des métriques qui sont intéressantes, qui sont liées à plus, qui caractérisent un peu la sensibilité de certaines espèces aux vitesses de courant, c'est les métriques rhéophiles. À l'intérieur de l'IPR, il y a plusieurs métriques qui sont mesurées pour parvenir à l'indice. Et à chaque fois, on compare à un peuplement de référence. Donc ici, vous avez des métriques qui sont, par exemple, les espèces rhéophiles ou les espèces omnivores et tolérantes, on va, par exemple, les trouver en surabondance dans des milieux où la qualité est dégradée. C'est des métriques intéressantes à regarder dans les études, dans les diagnostics de territoire, des études HMUC, parce que donc, vous avez la chance en plus en Bretagne d'avoir l'Observatoire de l'environnement en Bretagne avec des tableaux de bord qui vous mettent en image les résultats et les composantes des différentes métriques qui permettent de calculer l'indice IPR avec les abondances de chaque espèce, etc. Et donc, on peut voir, par exemple, ici que on est assez faible sur les espèces rhéophiles sur cette station-là, station de pêche, et l'interpréter en fait ensuite dans les études milieu pour expliquer pourquoi on est assez loin du peuplement de référence qu'on devrait avoir à cet endroit-là. Ensuite, j'insiste sur une chose, c'est peut-être plus de la forme, mais c'est très important en fait dans ces études-là, parce que souvent on manque de visuel. Voilà un exemple de visuel il vaut ce qu'il vaut, hein, vous pourrez sans doute faire mieux, mais il a l'avantage de présenter par exemple quelles sont les données disponibles sur un bassin versant et de manière assez simple, avec les stations de pêche, les stations d'évaluation de la qualité de l'eau, etc. et les affluents principaux, les noms, certaines communes clés, etc. Donc pour les élus, c'est très, très important d'avoir des schémas un peu visuels comme ça, où vous allez représenter les sources de données et les résultats. Je vais passer aux pressions dans le diagnostic de territoire toujours. Les pressions de prélèvement, alors vous verrez ça dans le volet usage vendredi. Ces données de prélèvement, là, j'ai illustré avec le Sage Sarthe-Aval toujours. C'est des cartes qui sont fournies par la DREAL Pays de la Loire. Ici, par rapport à la Banque nationale des prélèvements sur l'eau, ce dont on a besoin pour le volet milieu, c'est de localiser au plus près les prélèvements à l'intérieur de l'UG. On a besoin de connaître les prélèvements totaux, mais on a besoin aussi de savoir où ils s'opèrent. Donc, le mieux, c'est d'avoir la donnée la plus fine possible. L'Agence de l'eau dispose d'une donnée au point de relevé de compteur, et alors que sur le site de la BNPE, le site public, on a des données au centroïde de la commune. Donc, importance d'avoir la donnée la plus précise possible pour savoir sur quel bassin versant ou sous-bassin versant on a prélevé l'eau pour irrigation, l'AEP ou l'industrie. Savoir aussi quel usage. Et enfin, sur ces cartes, on peut voir qu'il y a la précision sur l'origine de la ressource. Alors ça, c'est des données déclaratives qui sur l'année 2013, mais ça nous permet de savoir si c'est un prélèvement sur cours d'eau, sur souterrain, en nappe alluviale, via une retenue sur source, via une retenue sur cours d'eau, etc. Après, ça reste déclaratif et non exhaustif, ça ne réglera pas toutes les questions que vous allez pouvoir soulever demain sur l'incertitude sur les prélèvements et la connaissance des prélèvements. Mais essayez d'avoir la donnée la plus précise possible et vous verrez pourquoi par la suite. Il y a aussi d'autres pressions qui ne sont pas directement liées à l'hydrologie et qu'on va pouvoir exploiter, et notamment toutes les données qui sont fournies par l'état des lieux d'usage. Là, ici, j'ai pris la carte pression pesticides. Mais ces pressions-là peuvent en fait avoir un effet confondant, c'est-à-dire structurer fortement les peuplements aquatiques, indépendamment du débit, ou au contraire, lors de bas débit, renforcer la sensibilité et la vulnérabilité des milieux.
Là, c'est plutôt l'échelle masse d'eau, là, au niveau de l'état des lieux du SDAGE. Vous allez avoir ces données-là à l'échelle masse d'eau. Mais il y a aussi, là, je vous ai montré, je montre ça parce que c'est pas souvent exploité, ça pourrait l'être plus. Pour tout ce qui est pression, rejet macropolluant, donc station d'épuration, on a une donnée dans l'état des lieux du SDAGE, dans le projet même SIG qui est fourni, à l'échelle des tronçons du modèle Pégase utilisé par l'Agence de l'eau. Mais on a une donnée quand même à l'échelle des drains principaux sur la pression, notamment en temps sec, la pression sur le débit quinquennal sec des cours d'eau et sur certains tronçons. Donc, c'est important éventuellement de l'utiliser parce que si vous allez mettre une station d'estimation de débit écologique ici, par exemple, sur une zone en rouge, ça jouera dans vos décisions en fait sur les choix de débit pour favoriser aussi éventuellement la dilution, enfin le facteur dilution de ces rejets polluants. Donc, on va demander des débits encore plus importants sur ce type de zone. L'objectif, là, moi j'en ai fini avec cette partie diagnostic de territoire, mais c'est bien qu'à l'intérieur de chaque unité de gestion qu'on a préalablement définie, on identifie certaines zones avec des prélèvements importants. Donc ces zones, on va les avoir en fait découpées auparavant dans le volet milieu. Voilà, alors là on aura des sous-bassins qui seraient homogènes sur le point de vue des enjeux écologiques, enfin à peu près homogènes, et on va les croiser avec la pression de prélèvement. Ça, c'est important de se dire qu'on ne va pas estimer des débits écologiques partout sur le territoire, mais uniquement sur les zones où la pression est importante et où les enjeux sont également les enjeux écologiques sont également au rendez-vous. Donc, ce croisement-là, ce diagnostic de territoire, il va servir à ça, à choisir une sous-unité d'étude pour les besoins des milieux. Et puis, à l'intérieur de cette sélection, on va choisir encore des sous-secteurs sur lesquels on va estimer ce dont on a parlé tout à l'heure, à savoir des débits écologiques. C'est tout ce qui découlera de ce diagnostic de territoire, ce sera utile et déterminant pour faire ces choix de stations d'études. Là, c'est une petite nuance, donc, soit on garde plusieurs stations de débit écologique à l'intérieur d'un sous-bassin, soit on estime un enjeu à une station, on choisit une station de débit écologique à l'intérieur de chaque sous-bassin, mais alors par contre, on va la choisir assez exigeante au niveau des débits, avec une station qui va réagir fortement au débit et qui sera sensible, en fait, notamment aux baisses de débit. Donc, soit on a des stations qui vont nous être vraiment représentatives du sous-bassin, soit on fait le choix d'une station, mais dans ce cas-là, elle sera plus exigeante en termes de besoins de milieu. Ça, c'est des propositions de méthode. Donc, en conclusion sur ce diagnostic-là, n'oubliez pas les données nationales, de les mobiliser et n'oubliez pas non plus les données locales dont va parler Gaëlle tout de suite. Utilisez bien ce diagnostic pour choisir des unités d'études pertinentes. On ne reviendra plus sur cette étape-là ensuite. Donc, importance de faire un bon diagnostic dès le départ. Et puis ensuite, les rendre intelligibles de manière visuelle, pédagogique, pour partager les choix avec les élus et les partenaires autour de la table, dans l'éco-pile, dans l'éco-tech, et aussi pour mieux articuler les volets HMUC entre eux, parce que des fois, le bureau d'études du bureau hydrologie, il fait un visuel, le bureau d'études volet milieu fait un visuel, mais il n'y a jamais de visuel d'ensemble qui permet de réunir l'ensemble des volets et les conclusions même techniques ou scientifiques de chaque volet.